Alors merci aussi aux organisateurs de m'avoir invité pour ce festival. J'avais déjà présenté quelque chose en 2017, mais c'était un autre sujet, c'était sur la représentation de la maladie à la Renaissance, puisque ma spécialité à l'origine, c'est la Renaissance. Alors moi, je vais vous parler d'un ouvrage qui vient de sortir récemment. Ça s'appelle Écoliers en guerre, voyez. Et c'est un ouvrage consacré à une collection de dessins qui date de 1915-1916. Donc c'est la collection graphique de l'école alsacienne. Donc l'école alsacienne qui a été fondée à l'origine par un groupe de professeurs alsaciens qui ont quitté l'Alsace en 1871 et qui sont installés à Paris. Et depuis, l'école s'est développée de manière très importante. Alors, comment a pu se constituer cette collection de dessins ? Eh bien, il y a un professeur de cette école qui s'appelait à l'origine Maurice Tétart. Maurice Tétart, il décide donc en 1915 de faire dessiner ses élèves dans les cours de dessin, de faire dessiner ses élèves pour faire une exposition-vente. Donc, une exposition-vente, je vais vous montrer. Voilà, cette exposition-vente, elle a eu lieu le 8 juin 1916. Elle a eu lieu dans un gymnase de l'école qui s'appelle le gymnase Charcot, qui existe toujours comme tel aujourd'hui, ce gymnase. Et donc, c'était une exposition, bien sûr, c'était une vente caritative au profit des enfants des régions occupées. Donc, les élèves, alors c'est principalement des élèves de 4e, 3e, seconde. On a quelques dessins d'élèves de première. Ont réalisé des dessins, mais comme vous voyez sur cette image, pas seulement des dessins. Il y avait des broderies, il y avait des maquettes, il y avait des assiettes en porcelaine, toutes sortes de petits personnages articulés dont on a perdu la trace. En fait, ce qui nous est resté, c'est une 60aine de dessins. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que ces dessins, c'est des invendus ? Est-ce que c'est des dessins remis de manière tardive par les élèves ? Là, on n'a pas de réponse à ça. Donc la vente, elle a eu lieu le 8 juin 1916 au profit donc des pays occupés, donc l'Alsace et la Lorraine et la Belgique. Et c'était à Paris, bien sûr. Oui, l'école alsacienne, elle se trouve rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement, à côté du Jardin du Luxembourg. Donc, vous voyez, sur cette image, là, on voit les broderies. Il y avait aussi des herbiers qui avaient été confectionnés par les élèves. Et donc, on se dit, mais comment on a pu avoir ces restants, en quelque sorte, de dessins ? Comment ils ont pu être conservés à l'école alsacienne si longtemps après ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Maurice Tétart, professeur de dessin, donc, il a enseigné toute sa vie à l'école alsacienne. Et à la fin de sa vie, au moment de sa retraite, eh bien, il a été l'archiviste de l'école. Donc, c'est lui qui a compilé, il a fait des pochettes assez précieuses, justement, très bien organisées, où il a collé les dessins de ses élèves. Et ces cartons ont été plus ou moins oubliés, on va dire, à l'école. Et puis, il y a eu une vague de travaux importants dans les années 2000. Et là, on a une personne de l'intendance qui a trouvé ces cartons et ces dessins. Une première partie, en tout cas. Et donc, on a commencé à les restaurer. Il y avait beaucoup de scotch, vous verrez, je vous montrerai ça sur certains dessins. Il y en a qu'il fallait décoller véritablement de pochettes. Donc, on a fait tout ce travail. Et ce qu'on a voulu faire, c'est en 2016, pour le centenaire justement de l'exposition-vente, eh bien, on a refait une exposition au même endroit. Le gymnase Charcot, il a pas bougé du tout. Donc, on a refait 100 ans après la même exposition. Alors, bien sûr, on n'avait que 60 dessins par rapport à... Regardez sur la photo, il y avait tous les murs étaient tapissés de dessins. Alors, ce qui est intéressant dans cette collection, si vous voulez, c'est de voir les motifs qui ont été utilisés, traités par les élèves, de voir aussi la propagande, comment elle a influencé l'esprit et l'imaginaire des enfants, quels vont être les thèmes qui vont être traités.
Et aussi, moi, ce qui m'a intéressée surtout, c'est de chercher, parce que mon travail, c'est avant tout un travail d'histoire de l'art, c'est de chercher les influences. Quels ont été justement les apports de la presse, de la bande dessinée, des cartes postales. Et pour faire ce travail, donc, qui était quand même de longue haleine, eh bien, j'ai engagé 4 classes de seconde. Hein. Moi, je suis enseignante à l'école alsacienne à l'heure actuelle et référente culturelle. Et donc, durant les cours d'EMC de 2015-2016, j'ai fait travailler 4 classes d'élèves et leur occupation, eh bien, c'était d'aller essayer de chercher les sources de quoi pouvaient s'inspirer les élèves pour faire leurs dessins. Alors, ils ont dû dépouiller, je vous dis, ils ont fait par exemple des recherches sur les sites de la BNF, Gallica, on a fait des recherches au niveau des cartes postales, parce que la carte postale était énormément diffusée au début du XXe siècle, et on a trouvé pas mal de choses. On a trouvé pas mal de choses, et justement, dans le catalogue qui est sorti, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre tous les dessins, donc ils sont tous répertoriés, avec en regard des photos de ce qu'on a trouvé justement face à ces dessins. Alors regardez là, on a un premier dessin donc d'un élève qui s'appelle William Lopes. Alors parfois vous allez voir, on a les dates exactes de quand l'élève était à l'école alsacienne. On a aussi bien sûr ce qui rend cette collection assez précieuse, c'est qu'on a des élèves qui sont devenus célèbres depuis. Vous allez voir, on a des dessins de Théodore Monod, le grand explorateur. On a des dessins de Jean Brulaire, qui va être un résistant de la Seconde Guerre mondiale, et un dessin de Jean de Brunhoff, qui est l'auteur de Babar, Jean de Brunhoff. Donc c'est assez intéressant aussi de voir leur premier dessin. Alors ici, regardez un des thèmes qui va être repris à plusieurs reprises par les élèves, c'est justement le pillage et la destruction par les Allemands. Vous voyez ici, on voit un officier allemand. Alors on n'a pas identifié quel était le parc, est-ce que c'est le Louvre qui est représenté avec le jardin des Tuileries, le Luxembourg, les grilles ressemblent moins au Luxembourg, vous verrez, on a une autre image du jardin du Luxembourg, mais en tout cas, on voit un officier, vous voyez, qui part avec un tableau sous le bras. Il y a donc une petite carriole avec une sculpture, et au premier plan, on a des caisses renversées avec violon, horloge, vous voyez, qui identifie le pillage. Alors ça, c'est un thème qui va souvent revenir sous la plume des enfants, sous leur crayon. Au même titre que la destruction. Et ça, bien sûr, ça fait partie de la propagande de l'époque. Il y a tout un schéma qui est mis en place dans la presse pour parler donc de la culture avec un K cette fois, et la culture de la barbarie qui est considérée donc comme la culture allemande. Alors, je vous montre un autre dessin, ici vraiment très intéressant. Vous voyez, c'est un élève qui s'appelle Jean Courtial, et il fait un dessin. Alors là, on a identifié le jardin du Luxembourg, et il fait une sorte de fiction, en quelque sorte visuelle, puisque son dessin nous représente en quelque sorte la victoire et l'occupation allemande de cette Première Guerre mondiale, puisque vous voyez, on a cette fois un soldat allemand qui marche au pas de loi. Il a dans la main une baïonnette et dans l'autre donc la flamme de la liberté, où c'est plutôt une fumée noire, vous voyez, qui s'en échappe. Et au premier plan, on a deux personnages qui sont aussi deux personnages allemands. Donc on a là pour le coup un dessin assez codé. On a donc un personnage qui se penche sur un tas, alors c'est pas un tas de sable, c'est justement le bronze de la Statue de la Liberté, puisque dans le jardin du Luxembourg, il y a une petite Statue de la Liberté qui était déjà là au début du XXe siècle. Donc vous voyez, il dit Mein Gott, c'est du bronze, donc mon Dieu. On a représenté ici donc la fonte en quelque sorte du bronze pour en faire des canons. Donc, et cette figure, vous voyez, ce personnage vêtu de vert avec un petit chapeau et une plume qui porte des lunettes et une moustache, ça c'est un personnage typique qui va se retrouver très souvent dans la presse française. C'est la figure de l'espion allemand. L'espion allemand qui est représenté sous les traits du commis voyageur. Alors on va le retrouver à plusieurs reprises dans la presse et les enfants vont le reprendre aussi. Et il y a un dessinateur, vous allez voir, on va rencontrer un dessinateur alsacien qui s'appelle Hansi, qui va faire des dessins de presse, et les enfants vont beaucoup s'intéresser à Hansi et le connaissent aussi par ses livres illustrés.
Alors on a aussi un autre petit enfant qui lui aussi finalement est un enfant allemand. Vous voyez, il est installé dans un Yupala, donc un jeune enfant qui apprend à marcher. Et sur son, je ne sais pas si on voit bien d'où vous êtes, mais sur son tablier, c'est écrit aussi Mein Gott, dans le sens Dieu est avec nous. C'était une abréviation en quelque sorte de la formule donc du Kaiser. Donc vous voyez 3 personnages allemands, et puis on voit, regardez, les grilles du Luxembourg un petit peu dévastées, des trous dans le mur. Donc vous voyez un imaginaire de l'enfant. Là, le jardin du Luxembourg était juste à côté de l'école. Donc l'idée en quelque sorte que Paris appartenait donc aux Allemands. Alors je vous montre un autre dessin très intéressant. Je ne veux pas, c'est sûr, pas tous les passer parce qu'on pourrait s'arrêter sur chacun très longuement. Et je vous dis là, tout ce que je vous dis, c'est un travail que j'ai fait avec des élèves aussi. Et d'ailleurs dans le catalogue, moi j'ai tenu véritablement à indiquer le nom de chacun des élèves qui ont participé à l'analyse de ces dessins. Alors ici, c'est la figure du pillard, encore une fois. Regardez, le pillard allemand. Et on voit justement, je vous parlais de Hansi, ce dessinateur alsacien qui a beaucoup inspiré les enfants. On retrouve ici une carte humoristique où on voit un peu la même chose. Vous voyez un soldat allemand avec tout un bric-à-brac d'objets plus ou moins inutiles pour son activité. Donc la figure du pillard, mais cette fois de manière humoristique. Par contre, dans le dessin de l'enfant de l'école, ici Georges Bloch, eh bien, si vous regardez, il y a quand même quelque chose de très macabre dans ce dessin. Je ne sais pas si vous voyez à hauteur de son manteau ou de ses bottes, on a une représentation de sang, et il a 2 casseroles de chaque côté, et à ces casseroles, eh bien, on voit suspendues des mains coupées. Alors ça va être un motif, il y a un mythe autour de ces mains coupées, et c'est un motif qui va revenir très souvent sous les crayons des enfants. Alors on est vraiment dans l'ordre du mythe. À l'origine, ça vient de la guerre contre la Prusse, 1870, mais en 1915, on a un premier journal anglais qui va faire état de cette histoire où, soi-disant, donc les soldats allemands, durant leur passage en Belgique, auraient coupé la main des enfants pour qu'ils ne deviennent jamais des soldats. Donc on a, vous voyez, cette première rumeur, mais qui est diffusée dans les journaux. Et on va avoir donc un patron de presse anglais qui va offrir une récompense à qui donc apporte une photo, une preuve de ses mains coupées. Il va y avoir une aristocrate aussi britannique qui va se rendre en Belgique et qui va raconter, qui va faire un récit d'une petite fille qui demande à sa mère de la moucher en quelque sorte, et l'aristocrate va se retourner et voir, soi-disant, ses mains coupées. Alors je vous dis, on n'a jamais eu la preuve du tout de ça, on est vraiment dans la construction du mythe. Et là, on est dans la propagande, donc on peut imaginer le traumatisme que ça pouvait quand même créer chez les enfants, puisque sur, je vous disais, à peu près 60 dessins qu'il nous reste de cette exposition-vente du mois de juin 1916, on a 7 dessins qui traite de ce mythe, qui traite de ce motif des mains coupées. Et ce qui se passe, c'est que c'est parfois dans des sujets un petit peu incongrus, où cette thématique n'aurait rien à faire. Alors ça, c'est donc un dessin, vous voyez, on a le pillard qui est représenté de la même manière, avec tout un bric-à-brac d'objets. Il a un chapeau, donc les casseroles, il emmène un plumeau, différentes choses plus ou moins inutiles pour son activité. Et donc, il y a un petit texte, vous allez voir parfois les élèves notaient sur les dessins, et donc il dit là, le Kaiser va être content de moi, je ramène des choses intéressantes. Alors, un autre dessin que l'on va trouver aussi, qui est assez intéressant, qui nous parle du bombardement de Paris, le dernier bombardement de Paris par un zeppelin. Et donc, si vous voulez, cette représentation, eh bien, on voit véritablement qu'il y a
une influence, non seulement de la presse. C'est sûr que là, je vous ai mis un exemple du Petit Journal, mais c'est sûr que cette attaque a été répertoriée beaucoup dans la presse. Et en même temps, cette représentation des faisceaux de lumière nous fait penser aussi au tableau et d'un artiste engagé d'ailleurs dans la représentation de la Première Guerre mondiale, Félix Vallotton. Donc, vous voyez une représentation de la Tour Eiffel. On pense que l'élève, c'est sûr, c'est inspiré en partie de la presse pour faire ce dessin. Alors le bombardement a eu lieu en 1915, c'est le dernier à Paris. Il y a eu quand même une vingtaine de morts, et c'est sûr qu'on peut imaginer que dans l'imaginaire des enfants, c'était quelque chose d'assez terrifiant. Alors quand j'ai mis mes élèves de seconde là sur ces dessins, j'ai eu beaucoup de retours d'élèves qui me disaient mais qu'est-ce qu'ils dessinent bien, c'est des quatrièmes, des troisièmes, et qu'est-ce qu'ils dessinent bien. Alors on va voir la formation au niveau du dessin, elle était très très différente par rapport à celle d'aujourd'hui, et surtout beaucoup plus importante. Donc, on a des dessins vraiment codés. Ça, c'est un élève, moi je trouve très intéressant les dessins qu'il a réalisés. Il s'appelle Jacques Labat de Lambert. Il représente donc Janus à double figure. Donc là, ça fait référence, si vous voulez, à deux chefs d'état-major, donc prussiens et en même temps autrichiens, qui tentent de faire la cour à la femme du roi d'Italie. Puisque on sait que l'Italie va changer de camp après 1915, et donc là, vous voyez, on a deux chefs d'état-major qui sont réunis dans le même corps pour faire la cour donc à cette femme, pour courtiser l'Italie, et qu'elle continue en quelque sorte à les suivre. Donc si on regarde ici, on a une aquarelle assez intéressante parce que c'est du travail quand même à la plume. Donc on a des contours très précis, des détails très intéressants réalisés avec la plume, notamment au niveau du costume de l'italienne. Et regardez, un jeu d'ombrage assez efficace. Alors c'est sûr que si on regarde les visages ici des deux chefs d'état-major, on est plus dans l'ordre de la caricature, vous voyez, de la trogne, et c'est sûr que les élèves vont s'amuser aussi beaucoup à caricaturer les Allemands. Alors j'ai trouvé donc un Janus britannique paru dans une revue donc, qui à l'origine s'appelait Le Rire, et pendant la guerre il va s'appeler Le Rire Rouge, Le Rire Rouge, et moi j'ai trouvé quand même que les élèves se sont beaucoup influencés. Donc est-ce qu'elle était diffusée à l'école? En tout cas cette revue va souvent être utilisée comme support par les élèves. Alors voilà un autre exemple d'influence. Alors là, on peut presque parler plus ou moins de copie. On peut dire que l'élève est très près du dessin de Hansi, encore une fois. Donc, vous voyez, Hansi, lui, qui valorise surtout ici la thématique donc, du village alsacien, des personnages alsaciens et bien sûr du symbole de l'Alsace avec la cigogne. Et on a donc notre dessinateur, Waltz ici, qui donc modifie un petit peu la perspective. Il agrandit considérablement le ciel, et il nous montre une sorte de coucher de soleil. Et donc là aussi, vous voyez, on l'a appelé la paix rêvée, puisqu'on se dit, eh bien, c'est peut-être justement l'espoir de ces enfants alsaciens de pouvoir retourner aussi chez eux. Et on a un avion dans le ciel, mais vous voyez, c'est plus du tout un avion de guerre. Les villageois sont retournés à l'intérieur du village, et on a la cigogne aussi installée comme signe en quelque sorte de naissance future. Donc ici un dessin très intéressant et peut-être un des plus beaux justement de cette collection. Vraiment. Alors, je vous parlais justement de la caricature. Alors, ça, on peut dire que les élèves se sont amusés donc en 1915-1916, bien sûr, toujours avec leur professeur Maurice Testard, mais ils ont représenté un certain nombre de caricatures comme ça, assez drôles. Vous voyez, on a des personnages qui ressemblent un petit peu à des Playmobil avec l'officier prussien. Ou alors là, bien sûr,
On exagère toujours la coiffe avec la tête de mort, le regard étrange, considéré comme sournois, ou au contraire la figure de la cruauté, ou souvent un motif qui revenait régulièrement dans la presse, c'était le motif de la brute, le brut allemand, avec, vous voyez, un secou très très épais, des très gros plans aussi dans les journaux, généralement donc un front assez bas, et on a, vous voyez, un élève ici, Georges Sauerwein, qui lui inscrit complètement en dessous de son dessin. Je ne sais pas si vous voyez l'inscription, c'est noté un Boche de la Landwahl, puisque c'était bien sûr le surnom qui était donné aux Allemands à cette époque. Donc, alors on a un personnage qui porte des lunettes, et là au contraire, on a des yeux très importants, donc voilà, qui généralement montrent en quelque sorte la cruauté, ce qui est considéré comme la cruauté donc du soldat allemand. Alors on va avoir un certain nombre de caricatures comme ça. Ici on a un autre dessinateur qui d'ailleurs lui deviendra dessinateur pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs pas très glorieux, puisque Maurice Jost de Staël va travailler pour des journaux de la collaboration en quelque sorte pendant la Seconde Guerre mondiale, et il sera inquiété à la fin de la guerre. Donc ici on a la caricature d'un soldat allemand. Alors là, si vous voulez, c'est la figure du soldat l'ogre, véritablement le glouton. Ça, c'est aussi un motif qui revient très souvent dans la presse. Alors étrangement, ici, on peut dire que l'élève, je ne sais pas s'il l'a fait délibérément, mais il n'a pas du tout la couleur de l'habit militaire d'habitude vert que l'on trouve chez les Allemands. Vous voyez, on a un Allemand ici. Alors, ce qui va être mis en évidence aussi dans la gloutonnerie, c'est aussi l'alcoolisme. Regardez, il a un gros nez rouge, on a une bouteille de vin assez impressionnante avec le verre de vin. Il s'est installé à table et donc il déguste son repas avec une mise en évidence aussi importante du fusil, vous voyez, et des bottes. Donc la caricature, encore certains motifs assez évidents donc de cette propagande. Alors juste à côté, on a un dessin assez intéressant qui a été découvert. Alors celui-ci, je vous dis, on l'a découvert en 2016 quand on a voulu faire l'exposition, parce qu'il était collé du côté du revers, donc on ne le voyait pas du tout. Il était entièrement collé sur une pochette. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un dessin d'un élève qui s'appelle Claude Laurence. Je ne vous ai pas mis la légende ici. C'était le petit-fils d'un peintre académique assez connu. Et étrangement, de Claude Laurence, on n'a que des dessins au crayon à papier, à la mine en quelque sorte, pas de couleur. Et là, quand on a décollé le dessin, on a trouvé un superbe demi-portrait, puisqu'il a été découpé, on le voit bien. Mais même chose encore, regardez la caricature, ce gros plan. Alors ici, c'est l'Allemand qui louche, avec toujours la figure donc de la brute en quelque sorte. Alors un autre dessin très célèbre ici, c'est Théodore Monod, donc qui représente les belligérants, donc toutes les nations plus ou moins impliquées dans le conflit. Et là aussi, ça passe bien sûr par la caricature. Donc on a un premier personnage qui est l'Allemand en quelque sorte, avec son costume vert, le casque à pointe. À côté de lui, on a identifié un officier britannique en costume d'apparat. Le troisième, on n'a pas trop identifié. J'ai travaillé avec un collègue d'histoire et on ne sait pas vraiment. Le quatrième, ça serait un sikh, donc de l'armée coloniale britannique. On a un drôle de personnage avec un chapeau à cornette. Donc ça, il fait partie d'un corps de l'armée italien, de l'armée de terre. Ils avaient ce type de costume assez étrange. À côté, on a un Français. Et puis, on a certaines représentent deux personnages asiatiques et un personnage à la bouche ouverte qui est un officier belge. Et à côté, on a identifié un japonais. Donc, vous voyez Théodore Monod ici qui représente finalement l'ensemble de ces acteurs impliqués dans cette guerre.
Alors, on a plusieurs dessins, là je vous en montre un, on a plusieurs de dessins qui montrent les destructions patrimoniales. Alors, il y en a eu deux grandes et il y en a une qui a été énormément médiatisée, c'est la cathédrale de Reims. Donc, elle a brûlé début 2015 et étrangement, quand elle a été bombardée, à l'intérieur, il y avait des soldats allemands, parce qu'elle avait été réquisitionnée pour servir donc d'hôpital militaire, et les Allemands, quand ils ont bombardé, ils ont bombardé leurs concitoyens en quelque sorte. Et cette image, elle est intéressante puisque je vous dis très vite, il va y avoir beaucoup de cartes postales qui vont être mises en place pour justement montrer en quelque sorte la barbarie entre guillemets de l'ennemi. Donc je vous montre un exemple de ces cartes postales. Et donc on a ici un élève qui, vous voyez, représente véritablement l'incendie, le pire en quelque sorte de l'événement. Et on a un détail, je ne sais pas si vous voyez, qui est assez intéressant. Au premier plan, sur la droite, on a une porte ouverte et on voit délibérément un numéro sur cette porte, c'est le numéro 8, alors qu'on a l'impression un obus qui éclate juste à côté. On a un personnage plus ou moins sur le seuil de la porte qui pointe un doigt vers le bas, son pouce vers le bas. Donc voilà, on s'est dit un clin d'œil finalement de l'élève, certainement qui dit aux Allemands, bon, vous nous avez eu en quelque sorte sur ce symbole français, mais on vous aura d'une autre manière, donc rien n'est perdu. Donc on a des petites choses parfois justement marrantes de cette manière. Alors maintenant, je vais vous parler justement de l'enseignement du dessin, tel qu'il se passe en quelque sorte au début du XXe siècle, parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu comment les élèves dessinaient. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'ensemble des dessins, mais soit on va avoir des dessins qui sont en partie donc des emprunts, des formes de copies d'autres motifs, mais en même temps on va avoir des dessins d'invention. Alors ça c'est très important, puisqu'on peut dire qu'à la fin du XIXe siècle, il y a un gros changement sur la manière d'enseigner le dessin, et l'école alsacienne va être l'un des établissements qui va être acteur de ce changement. Alors, on a un intérêt nouveau pour le dessin d'enfants, on va dire à la fin du XIXe siècle, d'abord en Grande-Bretagne et en Allemagne. Il va y avoir des musées qui vont commencer à faire des expositions de dessins d'enfants. Il va y avoir des petits concours aussi de dessins de mémoire. On va demander aux enfants de regarder certaines images et de les reproduire. Donc, on va avoir Matisse au début du XXe siècle, donc à Paris, qui va faire une exposition de dessins d'enfants. Et on va commencer à entendre parler donc de la pratique du dessin libre. Et ça, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'éducation donc de l'art à l'école, puisqu'il faut dire que pendant longtemps, le dessin à l'école, ça a été du dessin, je reviendrai sur, voilà, ça a été le dessin géométrique. Alors, on a conservé, j'ai fait travailler une classe cette année sur ces registres. On a des registres de 1880. On a donc des très grands registres avec des feuilles de dessin, vous voyez. Et donc, les professeurs nous expliquent quelle est la formation des élèves. Et c'est le dessin, ce qu'on appelle géométrique. Pendant très longtemps, ce qui va se passer, c'est que l'enseignement du dessin, il va être avant tout pensé pour les ingénieurs et pour les architectes. Donc, il faut que ce soit un dessin quasi scientifique, basé sur une technique de reproduction. Et on va dire qu'on laisse peu de place à l'imaginaire. Donc, cette méthode-là, elle va changer, justement. Elle va changer au débest du XXe siècle. Puisque ce qui va se passer, c'est qu'en 1909, il y a un professeur qui est délégué donc au niveau de l'inspection de l'éducation nationale, qui s'appelle Gaston Quériou. Et Gaston Quériou, il enseigne à l'école alsacienne jusqu'en 1909, juste avant la réforme, qui va être la réforme Quériou. Et il va faire en sorte que l'école alsacienne fasse partie des 3 écoles pilotes qui vont mettre en place, en quelque sorte, une première classe d'expérimentation sur ce dessin libre.
Donc, il y aura, par exemple, le lycée La Canale à Sceaux et le lycée Michelet à Vanves. Donc, ces trois établissements vont au début tenter cette nouvelle méthode d'enseignement. Ce qui se passait, c'est qu'on avait aussi, par exemple, à la mairie de Paris, des classes de dessin qui s'étaient ouvertes à la fin du 19e siècle, mais cette fois pour les ouvriers ou pour les artisans, puisque les menuisiers, par exemple, les ébénistes avaient besoin aussi de connaître certaines formules de dessin. Donc, c'est quelque chose qui va quand même se démocratiser, mais il faudra attendre donc 1833 pour que l'école primaire s'ouvre au dessin et seulement regarder rendu obligatoire en 1879 dans l'enseignement secondaire. Et à l'origine, par rapport au registre que nous on a à l'école alsacienne, c'est toujours un enseignement basé généralement sur le dessin géométrique. Donc les élèves commencent assez jeunes à faire du dessin et c'est seulement quand ils arrivent peut-être en 4e ou en 3e qu'ils vont commencer, on les autorise à faire ce qu'on appelle du dessin libre, où là le professeur va leur dire allez justement dans la cour dessiner le gymnase Charcot, mais sinon pendant très longtemps c'est du dessin géométrique et c'est du dessin aussi d'après donc ce qu'on appelle, regardez on le voit ici, donc démoulage en plâtre. Donc on a Félix Ravesson qui lui s'était intéressé aussi à la méthode du dessin libre et qui avait proposé une première réforme dans les années 1853 qui n'a pas abouti en quelque sorte. Et lui, ce qu'il avait proposé également, c'est que les écoles s'enrichissent de plâtre pour permettre aux enfants de dessiner d'après donc des modèles. Alors, vous voyez, on a des bustes plus ou moins antiquisants, on a des motifs aussi, des arabesques, on a des décors de chapiteaux. Les élèves ont dessiné aussi, par exemple, la mosaïque sur les carrelages de certaines grandes cathédrales. Donc, on a, vous voyez ici la salle de dessin, telle qu'elle était au début du XXe siècle. Et dans la photo suivante, et bien là, vous voyez sur la droite, on voit le professeur donc Maurice Tétard avec des élèves de 3e. Donc c'est sûr que parmi eux, on a donc nos dessinateurs de 1915-1916 et des élèves qui ont réalisé des dessins dont il nous reste encore aujourd'hui des exemples. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le changement qui va s'opérer. Alors, c'est sûr qu'au niveau des arts, il se passe des choses importantes. On a les impressionnistes, et les impressionnistes, eh bien, eux vont bien sûr se dissocier du dessin, puisque le dessin, on va dire, ça va être le modèle appliqué à la Renaissance, qui va être le grand modèle sur la bonne manière de peindre. Et l'académie, on va dire l'Académie royale de peinture, fondée en 1648, eh bien, va reprendre exactement ce schéma établi par les Italiens, c'est-à-dire pour bien apprendre la formule du bon peintre, on doit faire un certain nombre d'années de dessin, principalement du dessin de copie, ce qu'on appelle la copie d'identique. Pendant très longtemps, on peut dire, on a 3-4 ans de copie d'identique. Peu à peu, on passe au modèle vivant et ensuite à la couleur. La couleur, elle est vraiment subsidiaire, et ça va fonctionner, on va dire, de 1434, quand Alberti publie son traité de Pictura, donc à Florence, et ça va être le modèle de toutes les académies d'art de l'Europe, et bien sûr de l'Académie royale de peinture à Paris. Qui est-ce qui va faire tomber ça? Eh bien sûr, si vous voulez, alors le romantisme d'abord un petit peu avec des artistes comme Delacroix, qui va privilégier la couleur, mais c'est surtout les impressionnistes. Donc, on est dans un contexte où on a donc une déconstruction en quelque sorte des critères de la bonne manière de peindre, et ça va plus ou moins faire son chemin dans les écoles. Et un autre élément très important, c'est de souligner qu'on a une nouvelle discipline aussi au début du XXe siècle qui va prendre de l'importance, c'est la psychologie. On va s'intéresser à la psychologie des enfants. En 1909 ou 1915 plutôt, on a Freud qui va lui analyser les dessins d'un enfant, le petit Hans. Et donc, vous voyez, on a une nouvelle conscience justement de l'esprit des enfants, de leur imagination. Et donc, on va peu à peu sortir justement de ce dessin géométrique.
On a une sculptrice, Charlotte Bénard, qui elle va beaucoup notamment commenter les dessins d'enfants qui vont être exposés au Petit Palais, autour de 1910. Et donc là, bien sûr, ce qui est valorisé, c'est la créativité, la spontanéité, ce que le dessin technique, le dessin géométrique n'avait pas de place pour ça. Donc on peut dire, dans la collection de l'école alsacienne, eh bien, un ensemble de dessins qui font plus référence à la première tradition du dessin géométrique. On cadre véritablement, et si vous voulez, ce qui est important, c'est la justesse du tracé. Et on a ce type de dessin. Alors là où on parle véritablement de dessin libre, de dessin d'invention, là on peut dire qu'on n'a pas véritablement un élève qui a pensé par rapport à des images en particulier, c'est son esprit qui a réalisé cette image, et ça fait référence donc aussi à un événement tragique du début de la guerre, c'est l'assassinat d'une infirmière qui était Edith Cavell. Edith Cavell, c'était une infirmière britannique qui donc officiait en Belgique et qui avait créé plus ou moins un réseau pour faire passer des soldats en quelque sorte aux Pays-Bas. Et son réseau va être identifié et une vingtaine de personnes vont être fusillées. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui va être énormément représenté dans la presse. Edith Cavell, c'est la figure de la femme martyre des Allemands. Et alors, vous voyez, étrangement, encore dans ce dessin, et là, quand je vous disais tout à l'heure, le motif de la main coupée est utilisé un peu pour des sujets qui n'ont rien à voir. Edith Cavell, on ne lui a jamais coupé les mains. Donc, vous voyez, l'élève ici rajoute un motif à son dessin. On imagine la représentation d'une prison avec un soldat allemand, et si on regarde bien, qui est représenté avec une sorte de sourire, une forme de sourire. Donc là, on peut dire véritablement un dessin sorti de l'imagination de l'enfant, même si on peut voir dans la pose d'Edith Cavell un motif qu'on retrouvera aussi dans la presse. Alors, je vous disais, la réforme de Gaston Queignoux, elle se passe en 1909. L'école alsacienne est un établissement pilote pour rompre avec l'apprentissage traditionnel du dessin. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une anecdote, c'était assez cocasse, où on a un inspecteur à un moment donné qui vient voir les professeurs de dessin, et au lieu justement de faire dessiner les élèves à partir de moulages en plâtre, eh bien, il y a le professeur, par exemple, qui a posé son chapeau melon, ou qui a posé des courges sur une table, et qui demande à ses élèves de dessiner ça. Et l'inspecteur est hautement choqué par ce type de demande. Donc, il fait un rapport pas très élogieux pour l'école, mais qui sera ensuite, on va dire, revu. Donc Charlotte Bénard, je vous dis, c'est une sculptrice qui va prendre vraiment la défense justement du dessin intuitif, qui peu à peu va faire son chemin, puisque si on regarde aujourd'hui au niveau de l'enseignement du dessin à l'école, c'est vrai qu'on a pris conscience de l'importance véritablement de laisser la spontanéité, de développer l'imaginaire des élèves. On n'est plus du tout dans un cadrage où il faut établir un tracé très scrupuleux. Alors, je vous montre ici un autre dessin d'Olivier Duchemin. Donc, on a plusieurs élèves qui ont représenté justement des combats en mer. Le combat naval, c'est quelque chose qui revient. Et là, regardez, ça c'est vraiment un dessin que je trouve absolument intéressant, puisque on est devant un dessin d'intuition, un libre. On peut dire qu'il n'y a pas du tout de cadrage autour de copies. On a cherché longuement la représentation. Et quand on imagine que les enfants dessinaient à la plume à cette époque, donc avec de l'encre quand même, je pense que ça devait être assez difficile. Et si on regarde la petite barque de gens qui s'échappent au premier plan, eh bien on a l'impression d'un travail extrêmement minutieux. Et même le second bateau à l'arrière-plan, c'est la même chose.
Donc, on a un usage vraiment très efficace ici du crayon. Alors, peut-être dû justement à ce vestige aussi, du tracé très scrupuleux, mais en même temps utilisé pour le détail de la composition, avec en même temps le pastel qui justement donne le côté tragique à ce dessin assez excellent. Alors, on n'a pas pu vraiment identifier, on a un professeur qui a fait des recherches, mais bon, pour identifier le bateau, on n'est pas sûr parce que, est-ce qu'il y a 3-4 cheminées, mais il y avait un bateau qui avait été coulé comme ça, le Pommern, donc peut-être qu'on pense que ça serait celui-ci. Alors ça, c'est un des dessins les plus intéressants, à mon avis, et là aussi, vous voyez, on est dans le dessin vraiment d'invention. Donc, dans ce dessin d'invention, eh bien, en plus, c'est un dessin de Jean Brulaire. Donc, Jean Brulaire, lui, ça deviendra un grand résistant sous le nom de Vercors durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été élève à l'école alsacienne de 1910 à 1901. Et alors là, on peut se dire, mais que sont condensées dans ce dessin toutes les peurs, en quelque sorte, et en même temps toute la propagande sur la cruauté de l'ennemi. Puisque si on regarde en détail ce dessin, eh bien, on a vraiment des motifs tragiques. Alors, regardez encore une fois au premier plan. Alors, l'élève appelle lui-même son dessin les atrocités allemandes. Parfois, on a des élèves qui nomment directement leur dessin les atrocités allemandes. Et au premier plan, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve le motif de la main coupée. Regardez, un soldat allemand qui est en train véritablement de couper la main d'un enfant. On a la main qui est à terre, le sang donc qui coule. Juste à côté de lui est représenté un vieillard qui se tient donc, en tout cas avec une béquille et une canne. Et on voit qu'il va être donc asséné d'un coup de crosse en quelque sorte par un soldat allemand. On a même chose à côté, un autre soldat qui vient, lui, donc de violenter une personne au sol. Et regardez, à l'arrière-plan, on a une femme qui est emmenée où? Eh bien, dans cette maison en feu. On voit véritablement, on a une espèce de mouvement dans ce dessin assez incroyable, où on voit au deuxième plan des soldats allemands, ou même un officier, qui tire ces femmes pour les entraîner donc dans la maison en feu. Et à l'arrière-plan, c'est pas terminé, à l'arrière-plan, on a un peloton d'exécution. Donc, vous voyez, on a une condensation de motifs assez tragique dans cette représentation. C'est Jean Brulaire, donc des choses quand même. Alors c'est sûr, on ne sait pas quel âge il avait à cette époque, mais on imagine que c'est de l'ordre de 13, 14 ou 15 ans. Alors pour revenir à Gaston Querrioux, donc il va développer cette méthode de travail à l'école alsacienne. Alors nous on se dit, eh bien on est en 1915-1916, la première tentative de cette réforme, elle date de 1909, donc on peut se dire quand même qu'au fil du temps, en tout cas les élèves ont acquis une liberté de représentation et on n'est plus seulement, vous voyez, si on regarde par rapport à d'autres, notamment, voilà, si on revient au dessin ici de Jacques Wyss, où on voit plus facilement, si vous voulez, eh bien, cette habitude de copier des estampes, de copier d'après des moulages en plâtre. Donc, on va avoir cette liberté et on va avoir aussi un autre professeur qui est un professeur de lettres qui s'appelle Georges Batonchon. Et Georges Batonchon, il va écrire plusieurs articles donc, dans une revue consacrée au domaine des arts. J'ai plus le nom de la revue sous les yeux, mais je vous dirai ça peut-être plus tard. Et Batonchon, eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire justement des articles sur le besoin de laisser les enfants libres. Alors il dit par exemple, il faut remplacer les difficiles exercices scientifiques par l'examen direct de la nature et par la représentation de tous les objets, de toutes les formes vivantes au moyen de tous les procédés pratiques qui plaisent à l'enfant.
Ce que l'on permettait autrefois en fin d'études était conseillé maintenant au début des classes. Donc fin d'études, comme je vous disais, quand ils avaient fait des années de dessin d'après des copies ou des modèles en plâtre, on leur permettait d'aller dans la cour pour dessiner le gymnase Charcot. Et bien là, ce que demande justement et ce que permet la réforme Queneau, c'est de permettre cette liberté aux enfants, d'éviter les formes statiques. Il faut sortir de ce long apprentissage par la copie. C'est ce que nous dit donc Georges Batanchon, et on peut dire qu'on a un exemple assez efficace avec le dessin qu'on vient d'analyser. Alors il dit également, Georges Batanchon, on est étonné quand on songe à quel point, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est au niveau de la perception des enfants, on est vraiment dans le début de la psychologie, et il dit, quand on songe à quel point est négligée chez les enfants l'éducation des sens, et en particulier l'éducation de l'œil, après que pendant plusieurs années l'enfant a pris de mauvaises habitudes de vision, nous cherchons à réformer son jugement ou son raisonnement qui déjà se sont établis sur des bases défectueuses que nous aurions dû dès l'abord rectifier. Les couleurs, les valeurs et les lignes pourraient et devraient être nos premiers instruments d'éducation. Alors là, c'est sûr que Maurice Tétart va développer cet esprit chez ses enfants et généralement chez ses élèves, en tout cas, il va leur dire de faire un grand usage de la couleur. On a beaucoup de dessins à l'aquarelle qui sont représentés aussi dans cette collection. Si on regarde, vous voyez, on a pastel, aquarelle. Alors c'est sûr que c'était les outils qu'ils avaient à l'époque, et la plume principalement. Donc, vous voyez, les dessins à l'aquarelle, si on revient sur ce qu'on a vu. Donc, les thèmes traités par les élèves, on l'a vu, diabolisation de l'ennemi, c'est principalement à travers la caricature, et les mythes établis autour de la cruauté de l'ennemi. Voilà, il y avait par exemple le martyr d'Édith Cavell et le motif des mains coupées, je vous dis, qui a considérablement surpris les élèves. Et alors, je ne vous ai pas montré de dessin de ça, mais on a un certain nombre de dessins qui représentent les faits d'armes. On a la prise d'un fortin, on a les embuscades, on a différentes choses, les corps à corps, où on imagine que les garçons se sont aussi amusés à représenter notamment le canon célèbre de l'époque qui a été le canon 75 et qu'on trouvait beaucoup en cartes postales aussi, en vignettes, en bons points. Les élèves recevaient des bons points avec ce canon de 75. Donc voilà pour tous ces motifs étudiés. Et pour vous dire, donc quand on a, on va dire, tenté de retrouver l'ensemble des dessins, je vous dis, on en a retrouvé encore l'année dernière quand on a préparé le catalogue. Maintenant, on a 60 dessins. Je pense qu'on a fait tous les recoins de l'école alsacienne pour récupérer ces dessins. Et on a donc réalisé ce catalogue l'année dernière pour une exposition qui a eu lieu à la mairie, à l'hôtel de ville du 6e arrondissement, donc pas très loin de l'école. On a fait une exposition pour la fin du centenaire de la Première Guerre mondiale, donc durant le mois de novembre 2018, où là, on a présenté la totalité des dessins. On les avait présentés en 2016 dans le gymnase Charcot pour les Journées du patrimoine. Et donc là, voilà, on les a représentés. Donc c'est pour ça qu'on a aussi publié le catalogue à cette occasion. Donc les collections de dessins d'enfants qui représentent la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a une autre collection en quelque sorte, c'est le musée de Montmartre qui avait récupéré un certain nombre de dessins des collèges environnants. Donc le musée de Montmartre possède aussi une collection, mais à part le musée de Montmartre, à l'heure actuelle, je n'ai pas connaissance d'autres collections de ce genre, donc qui nous renseignent beaucoup en quelque sorte sur l'imaginaire des enfants. Donc voilà, je vais m'arrêter. Je pense que je pourrais continuer longtemps. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à interagir avec moi si ça vous... voilà, ou si vous voulez. Alors, on a mis des passe-partout, mais vous voyez, par exemple, si on voit alors, voilà,
ça, c'est exactement le type de dessin. Maurice Ettard, je pense qu'il a fait un travail très intéressant d'archiviste pour vouloir conserver ces dessins. Mais vous voyez, ils étaient tous entourés d'une sorte de scotch en papier craft très étrange. Donc, on a dû tout décoller. Mais oui, ils étaient à l'origine, quand on les a trouvés, c'était collé sur des pochettes en carton qu'on utilise pour mettre nos dossiers. Nous, vous voyez la pochette comme ça. Et il avait collé tout autour des scotch. Parfois, il avait fait un dossier sur l'élève. Si l'élève était devenu célèbre, il avait mis des coupures de presse. Hein, donc, oui, c'était et je vous dis, on a trouvé d'autres dessins qui étaient collés à l'endos, hein, parce que parfois, on a des dessins recto verso. Et on a des dessins qui sont faits, qui sont réalisés des fois juste sur, vous savez, les petites pages de cahiers d'écoliers à l'époque, hein, vraiment le petit format avec la petite marge rose, là, et les lignes bleues. On a des dessins faits sur... alors là, c'est plus du type un peu papier canson, papier dessin, hein, mais on a aussi des dessins. Alors, on a des plus grands formats aussi. On en a qui font 2 pages, en quelque sorte, 2 formats A4. Mais sinon, c'est généralement un format à peu près A4. Ah, alors ça, on ne sait pas si... On ne sait pas si c'est lui qui a fait ça, mais bon, on trouve toujours ça dommage, hein, voilà, et oui, absolument, c'est ça, hein. Il y a une page spécifique où on met le tampon et c'est aussi, je pense, une manière de protéger le document, hein, parce que c'est vrai, hein, ils auraient pu disparaître de l'école, hein, et ça, je vous dis, ça a été une très belle découverte pour nous, hein, de voir tout. Alors, c'est en 2001. C'est un membre du personnel de l'intendance qui, justement, était en train de débarrasser, hein, tout un local. Vous savez, l'école alsacienne, ça a commencé par un bâtiment, puis en fait, maintenant, ça fait comme une sorte de campus dans le 6e arrondissement où on a plein de bâtiments les uns à côté des autres. Et il y a parfois encore des salles où il y a des archives, hein, qui n'ont pas été... et c'est l'heure de travaux, donc là, il a dû débarrasser, il a trouvé ses cartons. Il a trouvé 3 cartons, donc avec l'ensemble des dessins. Donc, voilà, je vous dis, on a une 60aine de dessins. Là, moi, j'ai proposé à des musées, donc comme le musée de Meaux, qui est un musée donc spécialisé pour la Première Guerre mondiale, et aussi le musée de Péronne. On a un mémorial, un historial très important à Péronne. Je leur ai proposé donc de faire une exposition temporaire dans quelques années. Donc voilà, là je suis en train de monter le dossier pour ça, puisque voilà. En plus, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse aussi beaucoup les enseignants parce que dans le programme de 3e, il y a un intitulé où justement on doit voir la guerre, la Première Guerre mondiale, en dehors justement des soldats. Il y a vraiment une partie consacrée les civils dans la guerre. Et de plus en plus, eh bien, on valorise, hein, alors notamment les femmes dans la Première Guerre mondiale et les enfants. Hein. Donc ça intéresse pas mal de personnes, hein, ces dessins. Et surtout, ça touche beaucoup les élèves. Moi, ils étaient très intéressés de travailler là-dessus. Hein. C'est quelque chose qui leur a beaucoup plu. Et ils sont venus en grand nombre aussi au moment de l'inauguration de l'exposition. Parce que, comme je vous dis, moi, j'ai cherché à mettre, hein, le nom de tous les élèves qui ont participé aussi à l'analyse de ces dessins. Et j'aurais pas pu faire seul ce travail. Hein. Ça, c'est certain, de dépouillement qu'on a fait. C'est quand même assez... Voilà, donc pour la collection.